Bonjour chers élèves, me revoici avec un chapitre cette fois de chimie, chapitre que j'aurais amplement préféré faire avec vous en vrai, avec des TP, des manipulations, puisqu'il s'y prête vraiment très bien, mais vu les circonstances, on va se contenter de le faire de cette manière-là. Ce chapitre est donc le chapitre C9 et s'intitule « Synthèse de composés organiques ». Alors, qu'est-ce que c'est que synthétiser une espèce organique ? Eh bien, synthétiser une espèce organique, c'est par exemple créer de nouvelles molécules. Dans le passé, on a eu l'exemple du paracétamol ou encore de l'ibuprofène en termes médicaux. On a d'autres domaines qui utilisent la synthèse organique, par exemple le textile, avec la création du nylon, et il y a plein d'autres exemples de nouvelles molécules créées à partir d'une synthèse organique. Autre but d'une synthèse organique, c'est reproduire des molécules qui sont déjà présentes dans la nature en petite quantité ou pour ne pas trop utiliser ce qu'il y a dans la nature, on va reproduire en laboratoire cette molécule. Pour cela, il faut trouver le bon protocole et une fois qu'on l'a trouvé, on peut synthétiser par exemple de l'aspirine. L'aspirine qui est une molécule à la base naturelle qu'on trouve dans l'écorce du saule. Son nom scientifique c'est acide acétyl salicylique. Salicylique signifie qu'il vient du saule. On peut reproduire aussi des arômes de manière artificielle, la vanilline, le menthol, l'arôme de framboise, l'arôme de banane, etc., etc. On peut les reproduire en laboratoire par une synthèse organique. Une synthèse organique se décompose en 4 étapes qui sont systématiquement les mêmes. On commence par la transformation des réactifs, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là qu'on va mettre les réactifs ensemble pour faire la réaction chimique dont on a besoin. Une fois qu'on a transformé les réactifs, on obtient donc les produits. Et dans les produits, il n'y a qu'un produit qu'on veut. C'est la molécule que l'on désire, soit la nouvelle molécule, soit la molécule qu'on reproduit de la nature. Pour pouvoir n'avoir que la molécule désirée, on doit isoler le produit voulu des autres constituants du mélange final. Une fois qu'on a isolé le produit, il faut le purifier pour être sûr qu'il n'y a bien que cette molécule dans le produit. Et enfin, on analyse le produit pour vérifier que c'est bien celui qu'on voulait et qu'il est bien purifié. Alors on va détailler ces 4 étapes dans la suite de la vidéo. Commençons par la transformation des réactifs. La synthèse d'une espèce chimique est une transformation au cours de laquelle les réactifs mis en jeu conduisent à la formation de l'espèce souhaitée parmi les produits. La réussite d'une synthèse dépend du respect des conditions expérimentales. Température, pression, proportion des réactifs, catalyseur, durée de réaction, etc. Le respect est capital. C'est effectivement capital de respecter les conditions expérimentales. Température, pression, par exemple, peuvent jouer un rôle très important. Si on dépasse une certaine température, on va peut-être dégrader un réactif ou le produit en fonction des températures d'ébullition, température de fusion, etc. La proportion des réactifs. Il faut utiliser les réactifs dans de bonnes proportions et trouver le réactif qu'on va utiliser en excès et quel sera le réactif limitant. Ajouter des catalyseurs. Catalyseur, c'est une espèce chimique qui va accélérer la réaction. Contrôler la durée de réaction. Si c'est une réaction très longue, il va falloir utiliser un catalyseur. Si c'est une durée de réaction très courte, on va peut-être abaisser la température pour allonger la durée et pour pouvoir avoir une réaction utilisable. Donc, les conditions expérimentales sont capitales à respecter. Par exemple, le paramètre température permet d'accélérer ou de ralentir la réaction. Si on veut accélérer une réaction, on va augmenter la température à chaud. Vous le savez bien, c'est très bête ce que je vais vous dire, mais c'est la réalité. Il est plus facile de dissoudre un sucre dans de l'eau chaude que dans de l'eau froide, simplement parce qu'on accélère le processus. Ou ralentir la réaction si on abaisse la température. Très régulièrement, pour arrêter une réaction chimique, on trempe le Bécher ou l'Erlenmeyer dans un bain d'eau glacée.
ce qui stoppe complètement la réaction chimique. Donc ça, c'est la transformation des réactifs. Et pour réaliser cette transformation, en général, on utilise toujours le même type de montage, qui est un montage très courant en chimie organique, qui s'appelle le montage à reflux. Alors, je vous ai mis une petite photo d'un montage à reflux. Ça ressemble à ça, un montage à reflux. Et on va le détailler sur le schéma ici, en annotant les différentes parties de ce montage. Alors, commençons par cette partie-là, qui s'appelle un réfrigérant à boule. À quoi peut bien servir le réfrigérant à boule? Eh bien, à refroidir les vapeurs qui vont s'échapper ici, et donc à limiter les pertes de réactifs ou de produits. Puisque, en se refroidissant, la vapeur qui va monter va redescendre sous forme liquide. Donc on n'a quasiment pas de perte grâce à ce réfrigérant à boule. Comment fonctionne-t-il? Simplement la vapeur passe au milieu. Autour, ici en bleu, on voit qu'il y a de l'eau. Et pour que cette eau ne se réchauffe pas et que ça continue à être un réfrigérant, on a un système de circulation d'eau avec l'entrée de l'eau par en bas, donc branché ici, on voit par un flexible au robinet, et en haut, la sortie d'eau qui est là aussi et qu'on met dans un évier. Donc ça, c'est le réfrigérant à boule avec son entrée d'eau, sa sortie d'eau. On a un ballon à fond rond dans lequel va se situer le mélange réactionnel. Alors parfois, on a aussi un ballon qu'on appelle bicol avec une deuxième entrée qui est sur le côté ici et une ampoule de coulée si jamais on doit ajouter un réactif vraiment de manière petit à petit en fait dans le milieu réactionnel. Si c'est un acide à rajouter tout doucement, il faut utiliser un bicol avec une ampoule de coulée. Mais ça, c'est vraiment occasionnel. Nous, on utilise plutôt ça, surtout au lycée. Ici, dans le chauffe-ballon, on met le ballon pour le chauffer, évidemment. Et puis, on utilise ce dispositif-là, qui s'appelle un support élévateur, tout bêtement, ou un boy, puisque c'est le nom d'une marque, boy, comme un garçon en anglais. À quoi nous sert ce boy? Tout simplement, si la réaction s'emballe, on peut baisser le support élévateur, ce qui fait baisser le chauffe-ballon, et comme l'ensemble réfrigérant à boule ballon est tenu par, ici, des pins sur une potence, à ce moment-là, on désolidarise le ballon du chauffe-ballon et on arrête le chauffage, si la réaction s'emballe ou s'il y a un problème. Donc voilà le type de montage qu'on utilise, qui s'appelle un montage à reflux, très classique en chimie organique. Parlons maintenant de l'isolement du produit synthétisé. Donc quand on fait une synthèse, le produit qu'on souhaite obtenir se trouve dans le ballon mélangé avec d'autres espèces chimiques. Les autres espèces chimiques, ça peut être d'autres produits, ça peut être des réactifs, si on en a mis en excès, ça peut être un réactif qui est restant, ça peut être un produit non désiré, etc. Il est donc nécessaire d'isoler le produit qu'on veut avoir synthétisé. L'isolement consiste à séparer au mieux le produit souhaité, qu'on appellera le produit brut, des autres espèces chimiques présentes dans le milieu réactionnel. Donc ce que je vous ai dit, réactifs encore présents, produits secondaires, catalyseurs, le solvant, etc. Donc on va isoler le produit et pour ça, tout va dépendre en fait de la nature, de l'état dans lequel se trouve le produit qu'on va isoler. Si le produit souhaité est un solide, à ce moment-là, très simple, on filtre. Alors soit une filtration simple, classique, avec un entonnoir, un filtre et un Erlenmeyer, ou un récipient, et on obtient le filtrat ici. C'est le liquide qui va s'écouler avec tout ce qu'on ne veut pas, et dans le filtre restera donc le produit qu'on souhaite synthétiser. Si on veut aller plus vite, parfois la filtration simple sur filtre est lente, donc on utilise une filtration sur Büchner. Alors cette filtration sur Büchner utilise un Büchner ici, avec un filtre Büchner qu'on a là, vous en avez déjà utilisé avec moi en TP. Ça s'appelle une fiole de garde. C'est
Au cas où il y a un problème, pour éviter que des choses aillent directement soit dans l'évier, soit dans de l'eau dans le milieu réactionnel ici. Donc, on a une fiole de garde qui est une sécurité et reliée à on appelle ça une trompe à vide. Parfois, on utilise une pompe à vide directement. Et donc, ce qui se passe, c'est que on a ici le vide qui se crée. On a une aspiration, donc, qui se produit dans ce sens-là. Et en versant le mélange là, le liquide va être aspiré plus rapidement dans le Büchner et on récupérera le solide dans le filtre. Donc ça, c'est quand on a un produit sous forme solide. Quand on a un produit sous forme liquide, on peut utiliser, comme on l'a vu dans un chapitre précédent, l'extraction par solvant. À ce moment-là, il faut bien choisir le solvant et utiliser une ampoule à décanter. Je ne vais pas détailler puisqu'on l'a déjà vu. Donc dans une ampoule à décanter, on utilise 2 solvants non miscibles. Le solvant extracteur doit avoir la propriété de rendre le produit très soluble. Et donc on obtient ensuite au-dessus la phase la moins dense, donc la moins lourde, en dessous la phase la plus dense avec le solvant le plus lourd. Et ensuite, il suffit de faire couler jusqu'à, ici, l'interface entre les deux phases. Donc ça, on l'a déjà utilisé. Autre possibilité, c'est faire ce qu'on appelle une distillation fractionnée avec un montage de ce type. J'expliquerai ce montage-là par la suite. Pour l'instant, on va simplement nommer les différentes parties de ce montage. Il faut connaître les différentes parties et savoir annoter les schémas. Donc, faisons-le, c'est parti. En haut ici, un thermomètre, tout simplement pour guetter et surveiller la température en ce point-là, en haut de ce qu'on appelle, alors ce n'est pas le réfrigérant, mais c'est la colonne, on donnera le nom après. Donc là, on a un réfrigérant, non pas à boule comme tout à l'heure, mais un réfrigérant droit ici, avec encore une fois l'entrée d'eau, la sortie d'eau. On a une colonne qui s'appelle la colonne de Vigreux, avec des petits pics à l'intérieur. Ici, c'est encore une fois un ballon à fond rond dans lequel se trouve le mélange réactionnel, et on place l'ensemble dans un chauffe-ballon, et encore une fois, le support élévateur, ou le boy, ici. Et de l'autre côté, à la sortie, là, dans un récipient, alors ça peut être un bécher, ça peut être une éprouvette, ça peut être un Erlen, peu importe, on obtient le distillat. Le distillat, c'est le résultat d'une distillation, comme le filtrat est le résultat d'une filtration. Je détaillerai ça par la suite. Donc, si le produit souhaité est un solide, pour l'isoler, on utilise une ampoule à décanter ou un montage de distillation fractionnée. Maintenant, il nous reste à purifier le produit, parce que maintenant on l'a isolé, mais il peut y avoir encore des traces d'autres espèces chimiques non désirées. Donc quand on doit purifier le produit, cela consiste à éliminer les faibles quantités d'impuretés contenues dans le produit brut afin d'obtenir le produit purifié. Les 2 méthodes les plus souvent employées sont, pour les solides, la recristallisation et pour les liquides, la distillation. Le même montage que précédemment, que donc je vais détailler par la suite. Voyons déjà la recristallisation. La recristallisation permet d'éliminer les impuretés présentes dans un solide en jouant sur les différences de solubilité du produit et des impuretés dans un solvant en fonction de la température. Comment on va s'y prendre? Eh bien, le solide qu'on a isolé, s'il est impur, on va dissoudre l'ensemble dans un solvant à chaud, dans un solvant qu'on aura bien choisi. On va faire cette dissolution complète, puis on va refroidir petit à petit lentement ce solvant. En refroidissant le solvant, on va recristalliser, donc resolidifier le solide que l'on veut, alors que les impuretés vont rester encore dans le solvant en solution et on va les éliminer par une filtration simple. Cette méthode s'appelle la recristallisation. Autre méthode, la distillation fractionnée, et là je vais détailler le montage que nous avions tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe lors d'une distillation fractionnée? Le mélange, ici, est porté à ébullition.
Si le mélange liquide est porté à ébullition, des vapeurs vont s'échapper. Les vapeurs vont monter par capillarité ici, aidées par les petits pics. Et on va avoir une température ici en tête de colonne qui va augmenter petit à petit jusqu'à atteindre la température d'ébullition du premier composé volatile qu'on va appeler A. On va dire qu'ici il y a un mélange de A et de B. Et bien dans un premier temps, c'est A qui va partir par exemple à 70 degrés. Donc on va avoir la vapeur qui va atteindre 70 degrés. Une fois qu'on sera à 70 degrés là, on aura un palier de température, c'est-à-dire que la température va rester bloquée à 70 degrés jusqu'à ce que tout A soit parti. Donc, ici, des vapeurs de A qui vont ensuite aller dans le réfrigérant droit. Ces vapeurs vont se liquéfier et le liquide va tomber sous forme de gouttelettes dans le récipient et on va obtenir le distillat qui sera composé donc de A pur. Une fois que tout A aura été récupéré, on change de récipient ici et ça sera au tour du deuxième composé volatile, B par exemple, de s'échapper sous forme de vapeur. Admettons le deuxième composé est de l'eau, eh bien 100 degrés en tête de colonne et on a toute l'eau qui va s'évaporer ici et on obtiendra l'eau séparée du composé A. Donc on peut purifier les produits aussi de cette manière, grâce à une distillation fractionnée. Donc les deux méthodes de purification sont la distillation fractionnée pour les liquides et la recristallisation pour les solides. Analyse du produit synthétisé. Une fois qu'on a notre produit, il faut l'analyser pour contrôler sa pureté et l'identifier de manière certaine. On ne peut pas se permettre d'avoir quelque chose d'approximatif. Alors, pour les solides, on mesure la température de fusion sur un banc Koffler. Qu'est-ce que c'est qu'un banc Koffler? C'est cette chose-là, avec ici une résistance en fait qui va chauffer progressivement, en général de 40 degrés à 250-300 degrés, de manière progressive. Et ici, vous voyez, il y a un petit curseur qui va nous indiquer la température à laquelle on se trouve. Donc en fait, on place un petit peu de poudre solide de notre espèce au départ, et grâce au curseur, on la déplace sur le banc Koffler, et à un moment donné, le solide va fondre, et on pourra lire sa température de fusion et vérifier avec les températures de fusion que l'on connaît. Ensuite, pour les liquides, on peut mesurer la température d'ébullition. Ça, j'imagine que vous savez comment mesurer la température d'ébullition d'un liquide. Il suffit de mettre un thermomètre dans un bécher ou dans un Erlen et de faire bouillir. Ou alors, on peut utiliser un réfractomètre pour mesurer l'indice de réfraction du liquide. Un réfractomètre, ça ressemble à ça. Alors, mesurer l'indice de réfraction du liquide. Vous savez, et nous l'avons vu cette année, que chaque liquide possède un indice de réfraction, un indice optique différent. Et quand on passe d'un milieu optique à un autre, la lumière change de direction. C'est ce qu'on appelle la réfraction de la lumière, qu'on a vu en seconde avec les lois de Snell-Descartes. Bien ici, le principe est le même, basé sur le principe de Snell-Descartes. Ce réfractomètre, on va mettre un petit peu de liquide, là ici, sur le support, un peu comme dans un microscope. On va fermer, et ensuite, il y a des réglages à faire, et on va pouvoir lire l'indice de réfraction de l'espèce liquide qu'on a récupérée, et comparer encore une fois avec les valeurs qu'on a dans les tables. Si maintenant l'espèce est solide ou liquide, on peut utiliser soit la spectroscopie infrarouge, que l'on a vu dans une vidéo précédente, ou la chromatographie. Alors ça, vous l'avez vu depuis le collège, la chromatographie. Donc, je vous rappelle ce que c'est. On a un papier souvent recouvert d'une couche de silice. On trace un trait
qui s'appelle la ligne de dépôt sur laquelle on va déposer une goutte des espèces chimiques qu'on veut contrôler. On va bien choisir l'éluant ici qui est le solvant, on va en mettre un petit peu en dessous de la ligne de dépôt. Et par absorption, par capillarité, ici, l'éluant va monter le long de la plaque et va emporter les espèces chimiques et les séparer. Et on aura un résultat ici sur le chromatogramme avec une ligne en haut qu'on appelle le front de l'éluant. C'est là où sera monté au maximum l'éluant. Et c'est très simple à étudier. Deux taches situées à la même hauteur représentent la même espèce chimique. Donc par exemple ici on voit que A est composé de cette substance-là qu'on ne connaît pas et de la substance B. Alors jusqu'à maintenant vous avez fait en général des chromatographies avec des espèces colorées, donc c'était visible, le chromatogramme était visible à l'œil nu. Parfois en chimie on est obligé d'utiliser une lampe UV pour faire une révélation à l'ultraviolet puisque les taches ne sont pas visibles à l'œil nu. Alors, quand on fait une synthèse, on a besoin de calculer son rendement. Et le rendement d'une synthèse, qu'on note petit r, c'est le quotient de la quantité de produit obtenu expérimentalement, N-exp pour N expérimental, quantité de matière expérimentale, par la quantité maximale attendue, Nmax, qu'on trouve par un tableau d'avancement. Donc le calcul, c'est R égale Nexp sur Nmax. Et donc, petite remarque, on peut remplacer les quantités de matière ici par des masses. Masse expérimentale sur masse maximale. Ou par des volumes. Volume expérimental sur volume maximal. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, théoriquement, quand j'ai ma réaction chimique qui est écrite, mon équation de réaction, je peux faire un tableau d'avancement comme je connais les coefficients stoichiométriques et les quantités de matière initiales. Je fais mon tableau d'avancement et je trouve que en quantité de matière, si toute la réaction se passe totalement, si tout se passe au maximum de ce qu'on peut faire, on devrait obtenir une certaine quantité de matière. Or, expérimentalement, on sait que certaines réactions ne sont pas totales, sont limitées par différents facteurs, et à ce moment-là, quand on fait l'expérience, on a une certaine quantité réelle, N-exp. Quand on fait le rapport des deux, on obtient une valeur. Alors, je ne sais pas, par exemple, je m'attends à avoir 100 grammes ici de produit, et quand je fais mes calculs, et quand je fais mon expérience, je n'obtiens que 50 grammes. Ce qui fait que mon calcul, mon rendement serait 50 divisé par 100, donc 0,5, donc 50%. Ma réaction est rentable à 50%. Certaines réactions en chimie sont rentables à 100%, c'est rare. D'autres à 66%, 33%. Différentes choses existent, donc évidemment, vous vous doutez bien qu'une société de chimie qui va faire de la synthèse va essayer d'avoir le meilleur rendement possible pour pouvoir utiliser les réactifs de manière utile et pour qu'il y ait le moins de pertes possible. Et le rendement est l'indicateur d'efficacité d'une synthèse. Il est donc important d'optimiser les paramètres expérimentaux afin d'avoir un rendement maximum quand on fait le calcul proche de 1, ce qui signifierait 100%. Voilà pour ce chapitre. À vous de jouer encore une fois, en route vers le TD-C9 que je vous envoie avec le lien de la vidéo et le PowerPoint. Bon courage à vous et à bientôt.